Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du chapitre 6. Cette capsule va être vraiment très importante. Probablement la plus importante du chapitre 6 en fait. Il va y avoir beaucoup d'informations dans cette capsule-là. Moi je vous recommande de prendre des notes. Puis surtout, on va faire quelques exercices qui vont vous servir d'exemple comme type de questions et réponses que vous devriez avoir par rapport à la matière, la principale matière du chapitre 6. Donc, je vais vous la présenter maintenant. La première portion va porter sur ce qu'on appelle l'abaissement du point de congélation et l'élévation du point d'ébullition. Donc, ce que vous connaissez déjà c'est quoi la température de congélation. Je vous rappelle, la congélation, c'est lorsqu'on passe d'une forme liquide à une forme solide. Et le point d'ébullition ou la température d'ébullition, c'est lorsqu'on est à la température où on passe de la forme liquide à la forme gazeuse. Donc, ces deux températures-là vont être influencées par la présence de soluté dans un solvant. Ça veut dire, lorsqu'on forme une solution, la température de congélation, la température d'ébullition de la solution va être différente de celle du solvant pur. Ça veut dire que si je prends de l'eau pure, je vais avoir une température de congélation différente de celle d'une solution aqueuse avec, par exemple, du sel à l'intérieur. Dès que je mets un soluté à l'intérieur d'un solvant, ça va abaisser le point de congélation du solvant pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va abaisser d'une certaine quantité. Cette quantité-là de la différence de température, donc le triangle ici, là, ça veut dire différence. Donc, différence de température. C'est le même triangle qui est utilisé généralement pour les incertitudes, parce que c'est une différence de. Donc, ce triangle-là, ça veut dire une différence de température de congélation. C'est égal à quoi? C'est égal à la température de congélation du solvant pur moins la température de congélation de la solution. Donc, cette équation-là va nous permettre de savoir, mais c'est quoi la différence entre, par exemple, si j'ai 0 degré comme température de congélation par rapport, par exemple, pour l'eau pure, hein, c'est 0,000 degrés Celsius, ben, la température de congélation d'une solution aqueuse, avec par exemple un soluté tel que du sel ou du sucre, ben, sa température de congélation va être plus basse. Donc, peut être par exemple de moins 2, moins 3 degrés. Donc, ça veut dire que je vais avoir une température qui va être une différence de température de 0, moins 3. Ça veut dire à peu près, par exemple, une différence de température de 3 degrés. Donc, cet élément-là, cette équation-là va vous permettre de déterminer c'est quoi la différence de température de congélation, ou encore, si vous êtes capable de calculer la différence de température de congélation, vous pourriez déterminer c'est quoi la température de congélation de la solution. Je vais vous montrer comment on va l'utiliser tantôt. Une autre équation, en fait, là, elle est présentée comme juxtaposée à celle-ci, c'est que pour calculer la différence de température de congélation, on peut plutôt utiliser ce qu'on appelle le K-congélation. Donc ça, c'est une constante cryoscopique de congélation selon le solvant donné, multiplié par M italique. Ici, le M en italique, c'est pas un M pour une masse. Lorsqu'il est en italique, c'est présenté comme un M pour la molalité. Donc la molalité, c'est une nouvelle concentration que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc je sais que ça va peut-être ressortir, mais jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs concentrations, mais je vais vous en ajouter une dans ce chapitre-là. Donc le K congélation, c'est quoi? C'est, comme je vous dis, la constante cryoscopique molale. Donc ça dépend de c'est quoi votre solvant. Tandis que le M italique, c'est la molalité de la solution. Donc, ça va dépendre de sa concentration. Donc, c'est un type de concentration, la molalité. Donc, il va falloir faire attention à ne pas se mélanger entre la molalité, qui est un M italique, et la masse, qui est un M pas en italique, qui c'est aussi un M minuscule dans les deux cas. Mais il va falloir faire attention. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre peut-être une petite barre en dessous de M
pour la modalité, pour vous dire que c'est en italique. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui va facilement écrire en italique sur une feuille. Donc faites attention quand même pour pas vous mélanger. Ou si vous préférez, vous pouvez écrire modalité au complet afin d'éviter de vous mélanger entre modalité et masse. Donc ça, c'est pour le point de congélation. Maintenant, le point d'ébullition, lui, à la place de diminuer, donc à la place d'avoir une température de congélation qui est plus basse, pour le point d'ébullition, d'avoir un soluté à l'intérieur d'un solvant, ça va augmenter la température d'ébullition. Donc, dans le cas de la congélation, ça diminue. Donc, c'est pour ça un peu que on va mettre du sel sur la glace à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait? Ça diminue la température d'ébullition. Pas d'ébullition, excusez, de congélation. Donc, ça veut dire que va falloir atteindre une température plus basse pour que l'eau soit solide. Donc, si je mets assez de sel, donc une concentration assez élevée en sel, je vais faire en sorte que ma température de congélation de la solution, maintenant saline, va être tellement basse que s'il fait juste -2, -3, -4 degrés, bien, si j'abaisse assez la température pour l'amener plus bas que ça, amener la température de congélation plus bas que la température ambiante, je vais être capable de prendre mon eau qui était glacée, solide, puis la ramener sous la forme liquide parce que j'ai abaissé assez la température de congélation. Maintenant, pour la température d'ébullition, c'est le contraire. La température d'ébullition, elle augmente lorsqu'on ajoute un soluté à l'intérieur d'un solvant. Donc, quand je forme une solution, la température d'ébullition va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si j'ajoute du sel dans de l'eau, puis que je la porte à ébullition, en principe, l'eau bourrait à 100 degrés Celsius, mais si je mets assez de sel, une concentration assez élevée, je vais pouvoir atteindre, par exemple, des températures d'ébullition qui peuvent être au-dessus de 100, donc 102, 103 degrés Celsius, sans problème. Ça peut être utile pour pouvoir atteindre justement des températures beaucoup plus élevées pour faire cuire des aliments plus rapidement. Okay? Ça, c'est une façon de faire. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée. Donc, pour pouvoir calculer cette augmentation-là de température d'ébullition, donc faire bouillir quelque chose, c'est la température d'ébullition de la solution moins celle du solvant. Donc, c'est le contraire de celle de la congélation. Pourquoi? Parce que la température d'ébullition de la solution elle est plus élevée que celle du solvant. Tandis que tantôt, pour la congélation, c'est le contraire. C'est le solvant qui était plus élevé que celle de la solution, parce que la solution, la température de congélation diminue avec un soluté, tandis que pour la température d'ébullition, elle augmente. Donc, deux directions opposées. C'est pour ça que comment on calcule la différence de température, c'est pas la même chose. Par contre, pour calculer la différence de température, on peut aussi utiliser une équation qui est très très similaire à celle pour la congélation, mais cette fois-ci, pour l'ébullition, c'est pas la même constante qu'on va utiliser ici. C'est une constante qu'on appelle ébulloscopique, donc constante pour l'ébullition. Donc celle-là, elle dépend encore une fois juste de c'est quoi votre solvant. Puis vous avez multiplié par la molalité. Donc ici, dans les deux cas, c'est peut-être pas évident, mais c'est en fait une multiplication. Okay? Donc c'est K congélation multiplié par la concentration en molalité. Puis même chose ici, c'est le K ébullition multiplié par la concentration en molalité. Donc, ces deux équations-là, cette équation-là et cette équation-là vous donnent la différence de température d'ébullition ou de congélation, ou encore, vous pouvez utiliser l'autre équation. Donc, c'est comme deux équations ici qui sont présentées une après l'autre. Okay? On va les défaire un petit peu tantôt lorsqu'on va commencer à vous présenter des exemples de ça. Mais avant ça, moi, je vais vous présenter c'est quoi la molalité. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs unités de concentration. J'ai présenté la concentration molaire volumique, des pourcentages, masse-masse, volume-volume, masse-volume. Donc, on a travaillé beaucoup avec ces quatre concentrations-là, mais on ajoute la molalité à ces concentrations-là. Jusqu'à maintenant, on n'en avait pas vraiment besoin, donc c'est pour ça que on ne l'a pas ajouté tout de suite. Puis, elle est un petit peu différente des autres. Si jamais vous avez de la difficulté encore avec les concentrations, je vous recommande de retourner dans le chapitre 1 du module 1 pour revoir toutes les concentrations, refaire des exercices. Je sais, comme j'ai dit
dans la première capsule de ce chapitre-ci, ça reste la bête noire de beaucoup de gens encore. Hein, dans les examens, je vois souvent là, des erreurs sur ces questions-là, sur comment utiliser les concentrations. Puis jusqu'à maintenant, dans le chapitre 1, dans le module 1, l'examen 1, c'était pas un élément qui était très, très, très présent. Okay, c'était juste une sous-question, une question qui valait un petit peu moins de points. Mais dans le module 2, pour l'examen 2, ça va être un élément qui est beaucoup, beaucoup plus présent. Puis dans l'examen final, va être encore présent. OK, mais c'est sûr que l'examen final, c'est récapitulatif, donc peut-être un petit peu moins important, mais l'examen 2, ça va être la chose à faire le plus attention, c'est les concentrations. Donc, si vous avez encore la discuter avec celles qu'on a déjà vues dans le chapitre 1, retournez faire plus d'exercices dès cette semaine pour ne pas prendre trop de retard. Sinon, je vous ajoute cette nouvelle concentration-là, qui est la molalité. Donc, comme je vous ai dit, un M en italique. C'est comment c'est calculé? C'est le nombre de moles de soluté. Donc, comme pour la concentration molaire volumique, le nombre de moles de votre ingrédient, de votre soluté, divisé par la masse du solvant. Donc, contrairement à toutes les autres concentrations qu'on a vues, où c'était toujours par rapport à la solution en bas comme dénominateur, la molalité, elle est spéciale. C'est la seule concentration qui demande la masse de seulement le solvant, pas la solution, le solvant uniquement. Donc, nous, on va travailler souvent dans des solutions aqueuses avec de l'eau. Donc, ça va être souvent la masse de l'eau et c'est la masse en kilogrammes, pas en grammes, en kilogrammes. Donc, il y a deux choses importantes ici. Dans le dénominateur, c'est juste le solvant. C'est pas la masse totale de la solution, mais juste le solvant. Et c'est en kilogrammes que ça doit être. Donc ça, c'est deux éléments à faire très, très attention lorsque vous allez faire des calculs pour déterminer la molalité de votre solution. Puis lorsque vous allez passer d'une concentration à une autre, ça va être un élément qui est très, très important à faire attention. Maintenant, pour vos calculs de différence de température, vous avez besoin d'informations plus particulières. Vous avez besoin de savoir c'est quoi le point de congélation de l'eau pure, puis vous avez besoin de savoir c'est quoi le point d'ébullition de l'eau pure. Donc, le point de congélation, je vous rappelle, c'est 0 degré exactement, et le point d'ébullition, c'est de 100 degrés. Évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle le point de congélation normal, puis le point d'ébullition normal, parce que c'est à pression normale. Mais généralement, pour ce type d'exercice-là, à partir de maintenant, on ne changera pas là, la pression, parce que sinon, on a vu que ça changerait la température d'ébullition. Mais si on reste à des pressions normales, ça, c'est vos températures. Maintenant, il y a une autre information qui est importante, c'est les constantes de congélation et constantes d'ébullition. Donc, la constante de congélation, c'est toujours par rapport au solvant qu'on va regarder ça. Nous, on va travailler beaucoup avec l'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai entouré celui-là. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas importants, mais on ne travaillera pas vraiment avec eux. Donc, ce que vous aurez à utiliser, c'est la majorité du temps les cas congélation de l'eau et cas ébullition de l'eau. Donc, le cas congélation de l'eau, c'est 1,86 et les unités, c'est degrés Celsius fois kilogramme divisé par mol. Donc, il faut traîner toutes ces unités-là quand on va faire des calculs. Okay? C'est un petit peu comme la constante R des gaz qui a beaucoup d'unités, mais c'est un petit peu la même chose aussi, c'est une constante qui a beaucoup d'unités. Donc, il faut les traîner. Pour ce qui est de la constante d'ébullition, si vous avez à calculer une différence de température d'ébullition, vous n'allez pas utiliser la constante de congélation, vous allez utiliser la constante d'ébullition qui est pour l'eau de 0,512. Puis les unités, c'est la même chose, c'est degrés fois kilogramme divisé par mol. Donc, faire attention, utilisez la bonne constante au bon endroit lorsque vous allez faire vos calculs pour les différences de congélation ou différences de l'ébullition. Maintenant, ça, jusqu'à maintenant, les deux formules que je vous ai présentées, c'est des formules qu'on peut utiliser presque directement. En fait, il manque une information que je vais vous rajouter dans les deux équations qu'on avait précédemment, où j'ai montré que la différence de température de congélation, c'était égal à K congélation fois la molalité. Bien, ça, c'est vrai, mais il y a un petit dernier coefficient qu'on doit prendre en compte.
qui est le coefficient qu'on appelle I, qui est le coefficient de Van Hoff. Donc, le I qui est ici, c'est multiplié par le cas congélation et la molalité pour avoir la différence de température de congélation. Pourquoi tantôt je l'ai omis lorsque j'ai présenté au départ la première fois le calcul? C'est qu'en fait, le I est très très souvent de 1. Pour toutes les molécules qui ne sont pas des composés ioniques, le I va être de 1. Ça veut dire, pour le sucre, c'est de 1. Pour une molécule comme molécule d'alcool, c'est 1. Dès que c'est une molécule et non pas un composé ionique, la valeur est de 1. Donc, si c'est 1 fois quelque chose, c'est comme si le 1 n'était pas là. Donc, c'est comme si le coefficient n'a pas d'importance. Où le coefficient va avoir une importance, que ce soit pour le calcul pour cas congélation, avec cas congélation et la molalité, ou encore pour l'ébullition, ce I-là va dépendre, lorsque vous avez un composé ionique, du nombre d'ions au total dans votre molécule ionique. Donc, c'est un facteur qui désigne le nombre d'ions en solution. Lorsqu'on va utiliser ce facteur-là, il est important de l'introduire lors du calcul de l'abaissement du point de congélation ou l'élévation du point d'ébullition pour les solutions aqueuses. Par exemple, le NaCl. Dans NaCl, en réalité, c'est Na+, puis Cl-. Donc, c'est un ion puis deux ions. Donc, c'est un ion Na+, puis un ion Cl-. Donc, au total, c'est deux ions. Hein? Donc, ion Na+, ion Cl-. Donc, puisque c'est deux ions, le I va valoir 2, parce que c'est le nombre d'ions total présent dans un composé ionique de NaCl. Si je prends CaCl2, c'est quoi la différence? Mais dans CaCl2, j'ai Ca2+, et j'ai 2 Cl-, donc ça fait un total de 1 plus 2 ions, donc 3 ions au total. Donc ça, c'est un I de 3. Donc ça veut dire que lorsque je vais utiliser du CaCl2 comme soluté, dans mon calcul d'élévation de température d'ébullition ou d'abaissement de température de congélation, mon I va valoir de 3 pour le CaCl2 ou va valoir de 2 pour le NaCl. Ou si j'utilise un composé qui n'est pas un composé ionique, le I va valoir de 1. Donc ça va être une information qu'on va utiliser. Donc, l'équation qui est ici, pour la température, la différence de température de congélation et la différence de température d'ébullition, c'est un des éléments que vous aurez à utiliser fréquemment. Donc, c'est sûr que vous n'aurez pas à l'apprendre par cœur, ces équations-là. Je vais vous les fournir à l'examen, mais vous devez savoir comment les manipuler, comment les utiliser, qu'est-ce qui va où. Par contre, ce qui va être important pour vous, c'est de considérer aussi que la température de congélation, la différence de température de congélation, vu que c'est un abaissement, c'est la température de congélation de l'eau, qui est souvent notre solvant, moins la différence de température de congélation de la solution. Si on veut, on peut réécrire cette équation-là en isolant la température de congélation de la solution. Ça veut dire que je suis capable de pouvoir déterminer, à l'aide de l'équation que je viens de vous montrer, donc si je reviens à la présentation, à l'aide de l'équation qui est ici, okay, je peux déterminer mon delta congélation. Puis si je connais mon delta de congélation à l'aide de mon I, mon cas congélation et ma molalité, donc je dois connaître ces trois éléments-là, bien, je suis capable de calculer ici la température de congélation de la solution. Donc pour une solution donnée, je peux calculer à quelle température je dois être pour que ça puisse congeler, en connaissant évidemment la température de congélation de l'eau, mais ça, je vous l'ai déjà donné, c'est de 0, et en connaissant votre delta T que vous pouvez calculer à l'aide de l'équation que je viens de vous présenter dans la présentation dans votre diaporama. La même chose peut être vraie pour la température d'ébullition, sauf que pour la température d'ébullition, étant donné que c'est la température d'ébullition de la solution moins celle du solvant pur, donc qui va être pour vous souvent de l'eau, c'est justement, vu que c'est l'inverse, lorsqu'on va isoler la température de la solution, ben à ce moment-là, ça va être la température d'ébullition de la solution, c'est égal à la température d'ébullition de l'eau normale, qui est de 100 degrés, plus le delta T que vous pouvez calculer à l'aide de l'équation qui est ici.
Donc, delta T ébullition qui est égal à I fois K ébullition fois molalité. Alors, si je reviens à la présentation qui est ici, puis que je vous montre un petit peu quelques applications pratiques, ben, de cette équation-là, puis de qu'est-ce que ça veut dire, c'est que l'abaissement du point de congélation de l'eau et l'élévation du point d'ébullition de l'eau, on peut l'utiliser à de plusieurs façons, donc directement tous les jours, soit dans le système de refroidissement des automobiles, hein, ce qui va refroidir votre automobile, c'est pas juste de l'eau, parce que si c'était juste de l'eau, à des températures en bas de 0 degré, ça gèlerait. Puis il n'y aurait plus d'eau qui pourrait refroidir vos systèmes parce que ça ne se promènerait pas pour refroidir. C'est un mélange d'eau et d'éthylène glycol. Donc l'éthylène glycol, ça va être votre soluté dans votre système de refroidissement. C'est un petit peu la même chose qu'on utilise pour dégivrer les avions. On va refroidir, on va plutôt dégivrer, donc pour enlever la glace, on va utiliser une solution, donc généralement qui va contenir de l'éthylène glycol. Par contre, l'éthylène glycol, c'est quelque chose qui est très très toxique à consommer, donc il faut vraiment faire attention pour ne pas en boire. Sinon, une autre façon d'utiliser justement l'abaissement du point de congélation, c'est de répandre du sel, donc que ce soit du NaCl ou du CaCl2, qui est plus du gros sel, sur les trottoirs. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si la température extérieure, elle est plus basse que la température de congélation, à ce moment-là, l'eau plus le sel, il n'y aura pas de congélation possible, puis la glace va commencer à fondre. Donc si je suis capable d'atteindre une température de congélation qui est plus basse que celle de la température extérieure, en ajoutant du sel, assez de sel pour diminuer la température de la congélation beaucoup, à ce moment-là, je vais être capable de faire fondre la glace, même si on est à moins 6 ou moins 7 degrés. Parce que j'ai ajouté assez de sel pour baisser la température de la solution, beaucoup moindre que celle de 0 pour l'eau pure. Alors, on va faire 3 exercices. Ces exercices-là vont être quand même très très importants pour vous montrer un petit peu comment on utilise les différentes équations que je viens de vous présenter. Pour commencer, par contre, l'exercice 2, le A de cet exercice-là, ça devrait être quelque chose que vous devrez être capable de faire à ce point-ci sans trop de difficulté. Parce que c'est une question qui provient presque carrément du chapitre 1. La deuxième portion, le B, est un petit peu plus difficile parce que c'est nouveau. Excusez, c'est le contraire. Le A, c'est nouveau, mais le B, vous devrez être capable de le faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous lancer avec, tout de suite faire la portion B, mettre la vidéo à pause, puis résoudre la portion B qui demande c'est quoi la concentration molaire volumique pour un échantillon de vinaigre de 7% masse-masse d'acide acétique CH3COH dans l'eau, si vous connaissez que la masse volumique de la solution, c'est de 1,01 g par millilitre. Donc, en sachant ça, vous êtes capable de répondre à la portion B. Moi, je vais vous montrer aussi la portion A tantôt, fait que, plutôt tout de suite après. Fait que si vous voulez, vous pouvez tenter aussi de calculer la molalité. Je vous rappelle, la molalité, c'est le nombre de moles de soluté sur le nombre de kilogrammes d'eau. Fait qu'il va falloir calculer le nombre de grammes d'eau puis l'amener en kilogrammes pour pouvoir calculer la molalité. Donc, fait que vous devez ajouter aux concentrations que vous connaissez déjà cette nouvelle type de concentration qui est la molalité. Alors, vous pouvez mettre la vidéo à pause, essayez au moins de faire le B, vous devrez être capable de le faire, puis vous pouvez tenter de répondre au A. Sinon, ben, vous aurez la réponse dans quelques instants. Donc, si vous n'avez pas mis la vidéo à pause, je vous donne la réponse. Donc, pour ce qui est de cet exercice, donc l'exercice 2. Donc, petit rappel de qu'est-ce que ça veut dire, 7% ici, masse-masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 grammes de CH3COH. Je vais juste zoomer un petit peu plus ici. C'est bien voir qu'est-ce qui est écrit. Donc, 7 grammes de CH3COH sur 100 grammes de solution. Ce que nous, on veut calculer en A,
c'est changer cette concentration-là en molalité. Je vous rappelle, la molalité, c'est le nombre de moles de CH3COH sur le nombre de kilogrammes de solvant, qui est ici de l'eau, donc H2O. Donc la première chose que vous devez changer, c'est, on voit qu'en haut ici, dans le numérateur, c'est en grammes, puis moi je le veux en mol. Fait que la première chose que je vais changer, c'est changer le nombre de grammes en mol de CH3COH. Donc, je vais tout de suite régler le problème du numérateur. Donc, comme d'habitude, comme je vous dis pour tout changement de concentration, toujours diviser votre numérateur puis votre dénominateur, puis les traiter de façon différente, puis à la fin les ramener. Donc, la première chose à changer, c'est la masse de CH3COH pour l'amener en mol. Donc, pour faire ça, prenez donc le nombre de moles, c'est égal à la masse. Donc ici, je vais essayer d'éviter de le laisser en italique. Là. Je vais le mettre le plus possible en droit pour indiquer une masse. Donc ça, c'est la masse, c'est pas la molalité. Donc faites attention. Divisé par la masse molaire, donc c'est 7 grammes. Divisé par la masse molaire du CH3COH, c'est 60,06 grammes par mol. Ça vous donne 0,116,55. Donc là, ça va être important de garder le plus de chiffres possible, mais vous devez vous souvenir à chaque étape de combien de chiffres significatifs vous devriez conserver normalement, mais pas d'approximer tout de suite, parce que là, on va faire beaucoup de calculs, il faut juste approximer à la fin, donc juste faire l'approximation dans le dernier calcul. Par contre, pour pouvoir suivre combien de chiffres significatifs on devrait garder à chaque étape, qu'est-ce que vous faites faire? Il y a différentes façons. Soit que vous faites comme ceci, vous mettez tous les chiffres supplémentaires qui ne sont pas des chiffres qu'on aurait dû garder selon le nombre de chiffres significatifs. Donc ici, c'est 3 chiffres divisé par 4 chiffres significatifs. Donc on devrait garder 3 chiffres significatifs. Donc s'arrêter au 6. Mais on ne veut pas approximer trop tôt. Fait que je garde tous les chiffres. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis entre parenthèses les deux 5 parce que je vais les garder. Je vais continuer à faire les calculs avec ces chiffres-là, mais je sais que c'est des chiffres supplémentaires que j'ai gardés. Donc, vous pouvez garder autant de chiffres que vous faites de plus, mais toujours garder une façon de pouvoir suivre combien de chiffres significatifs vous devriez avoir conservé pour chaque étape. Donc, soit vous faites comme ça, en parenthèse, ou encore, il y a des gens qui vont préférer mettre une petite indication, vous faites surligner seulement ce qui vous intéresse. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de surligner juste ça. Non, je ne peux pas. En tout cas, soit vous voulez surligner, donc juste mettre une petite ligne en dessous, ou encore, des fois, moi, je vais mettre juste une petite barre là, pour indiquer, mais là, sur Word, c'est un petit peu difficile à faire, mais je mets une petite barre qui m'indique, ça s'arrête ici normalement. Sauf faites attention pour ne pas vous mélanger, comme si vous mettez une barre et que ça a l'air d'un 1, vous pouvez peut-être vous mélanger. Donc, les parenthèses peuvent être utilisées comme ça. Donc ça règle le problème pour pouvoir calculer le numérateur pour la molalité. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit régler le problème du dénominateur. Donc le dénominateur, ce qu'on sait, c'est qu'on a 100 grammes de solution, mais nous, on veut savoir seulement le nombre de kilogrammes d'eau. Donc 100 grammes de solution, il faut savoir que la solution, c'est fait de quoi? C'est fait de soluté, puis de la solution. Donc, le soluté, c'est quoi? C'est mon CH3, c'est de soluté et de solvant. Le solvant, c'est de l'eau. Donc, moi, je veux juste savoir la quantité en grammes d'eau. Fait que je dois retirer de la solution la masse du soluté. Le soluté, c'est quoi? C'est mon numérateur, c'est le CH3COH. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire 100 grammes moins 7 grammes. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève la masse du soluté à la masse totale. Fait que tout ce qui reste, c'est la masse de solvant, donc la masse d'eau. Donc ici, 100,00 moins 7,00, ça me donne une masse d'eau de 93,00 grammes. Sauf que là, pour la molalité, je la veux en kilogrammes. Donc, je vais convertir 93 grammes fois 1 kg divisé par 1000. Donc, au total, je fais 93 divisé par 1000. Je dois garder le même nombre de chiffres significatifs lorsque je fais une conversion. Donc ici, j'ai 9300, donc j'ai 4 chiffres significatifs. Donc ma réponse, une fois convertie, doit avoir aussi 4 chiffres significatifs. Donc faites attention à ça. Une fois que j'ai
la valeur de kilogramme d'eau, ben, j'ai toutes les informations nécessaires pour calculer la molalité. Donc, j'ai juste à remettre les valeurs que je viens de calculer dans l'équation pour calculer la molalité. Donc, le nombre de moles divisé par le nombre de kilogrammes. Donc, ici, j'ai gardé tous les chiffres, mais je sais que la molalité, le nombre de moles, en réalité, c'est 3 chiffres significatifs. Puis le nombre de kilogrammes, c'est 4 chiffres significatifs. Donc, ma réponse doit arrêter à 3 chiffres significatifs. Vu que ça, c'est le dernier calcul, là, à la fin, je vais arrondir. Donc, ça me donne 1,25. Donc, 3 chiffres significatifs à cause de la valeur en mol ici. Donc, 1,25 mol par kilogramme. Donc, ça, c'est les unités pour la molalité. Donc, ça, c'est comment faire pour calculer votre molalité. Maintenant, la portion B, on vous demandait de calculer la concentration molaire volumique. Donc, un petit rappel sur la concentration molaire volumique, excusez-moi, c'est le nombre de moles de votre ingrédient, donc c'est H3COH de votre unité, sur le volume de la solution totale. Fait que là, il faut revenir à une forme où c'est la solution totale qui est en bas. Fait que je vous rappelle, pour pouvoir calculer le numérateur, c'est le nombre de moles. Mais on l'a calculé ici en haut, en A, c'est la même chose. Fait qu'on n'a pas besoin de le recalculer. Donc, c'est juste le nombre de moles qu'on a calculé précédemment. Donc, juste revoir en A qu'est-ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est déjà réglé pour la portion du numérateur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est calculer le volume de la solution. Qu'est-ce que moi je connais? Je connais la masse de la solution. Hein, je vous rappelle que c'est 100 grammes pour ce qu'on avait au départ, de 7 grammes qu'on a converti en mol. Donc, c'est 100 grammes de solution. Il faut faire attention, il ne faut pas repartir avec le nombre de grammes d'eau, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ici, c'est la solution totale. C'est plus juste le solvant. Okay? Donc, la molalité, c'est le seul qui a comme dénominateur juste le solvant. Toutes les autres concentrations vont utiliser comme dénominateur la solution totale. Donc, je repars du 100 grammes de solution, puis vu que je connais la masse volumique, donc ici, je veux calculer le volume. Donc, le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Donc, ici, je vais juste m'assurer que c'est vraiment la masse. Donc, je ne vais pas le mettre en italique. Le M, m'assurer que c'est masse. Donc, 100 grammes de solution divisé par 1,01 g par millilitre, ça me donne 99 millilitres de solution. Donc, 99 millilitres de solution, c'est bien, mais le volume de solution ici doit être en litres. OK? Donc, je vous rappelle, c'est toujours en mol par litre. Donc, ici, je vais devoir prendre mon nombre de millilitres, puis convertir en litres. Donc, j'ai 99,0, 3 chiffres significatifs. Donc, dans ma réponse, ça va être 3 chiffres significatifs. Donc, 0,0990 litres. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je peux calculer ma concentration molaire volumique. C'est 0,11655 mol, mais on sait que le 5,5 ne fait pas partie des chiffres significatifs à considérer, divisé par 0,0990 litres. Donc, 3 chiffres significatifs sur 3 chiffres significatifs. Donc, vu que c'est une division, ça nous donne 3 chiffres significatifs dans notre réponse. Donc, c'est 1,18 mol par litre. Donc, ça, c'était pour la réponse du B pour l'exercice 2. Donc, l'exercice 2 qui est ici, on a déterminé la concentration molalité, mol par kilogramme, et on a calculé la concentration molaire volumique, mol par litre. Maintenant, prochain exercice, l'exercice 3, va plus porter sur ce que je viens de vous montrer sur les changements de température. Température d'ébullition, température de congélation. Donc, on va pratiquer un petit peu ça ensemble. Donc, c'est pas un exercice que je vous demande nécessairement de le faire par vous-même, à moins que vous sentiez quand même prêt à tenter d'utiliser les différentes équations que je viens de vous montrer sur différence de congélation, de température de congélation, puis différence de température d'ébullition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va calculer les températures de congélation et d'ébullition pour une solution aqueuse de sucre. Donc, c'est important de noter c'est quoi. Donc, notre solvant, c'est de l'eau, c'est aqueux, et c'est du sucre qu'on va utiliser.
Et on nous dit déjà que la molalité, c'est de 1,05 mol par kilogramme. Donc, je ne vous demande même pas de calculer la molalité dans cet exercice-là. Juste, je vous la donne, puis c'est juste pour vous pratiquer avec les équations qu'on vient de voir. Soit, je vous rappelle les deux équations, c'est les équations qui sont ici. Donc, vous avez la molalité. Vous pouvez trouver le cas congélation parce que je vous l'ai donné ici. Donc, vous avez cas congélation, vous avez cas ébullition. OK? Selon l'eau, parce que c'est notre solvant. Puis le I, vu que c'est du sucre, c'est un I qui vaut 1. Pourquoi? Parce que le sucre, ce n'est pas un composé ionique, c'est une molécule. Donc, vu que ce n'est pas un composé fait d'ions, le I va valoir 1. Donc ça, vous êtes capable de calculer la différence de température de congélation. Puis à partir de la différence de température de congélation, je vous rappelle que la différence de température de congélation vous permet de trouver la température de congélation de la solution. Donc nous, c'est ça qu'on veut ultimement. Donc en ayant la différence de température de congélation, vous pouvez, à l'aide de la température de congélation de l'eau normale, donc 0, moins le delta T que vous pouvez calculer à l'aide de I fois K congélation fois la molalité, vous pouvez déterminer c'est quoi la température de la congélation de cette solution-là. Donc, vous pouvez essayer de le faire par vous-même. Donc, je vais juste retourner au problème, donc à l'exercice 3. Donc, vous pouvez tenter de le faire pour le A. Puis pour le B, c'est de refaire les mêmes calculs, mais juste pour congélation. Okay? Ici, on vous demande congélation et ébullition avec une solution de sucre dans l'eau. Mais pour le B, on vous demande juste congélation. Puis, on veut comparer la réponse qu'on a eue en A pour la congélation, mais cette fois-ci avec des solutions aqueuses de NaCl puis de CaCl2. NaCl puis CaCl2, leur différence, c'est qu'ils vont avoir un I qui va être différent de celui du sucre. Le I pour le sucre, le coefficient de Van Hoff, c'est de 1 pour le sucre. Tandis que NaCl, vu que c'est des ions, va valoir de 2, puis CaCl2 va valoir de 3. Donc, je vous laisse essayer de répondre à ça. Puis, si vous sentez d'attaque, vous pouvez mettre la vidéo à pause, puis essayer de compléter l'exercice suivant. Sinon, je vais vous montrer la façon de faire pour pouvoir répondre à ce type de questions-là. Parce que vous en aurez à faire, là, c'est sûr. C'est certain que dans ce chapitre-là, il va y avoir ce type d'exercice-là à faire, puis il va en avoir probablement à l'examen. C'est pas mal certain. Fait que je vais vous demander d'en pratiquer. Alors, je vais vous montrer comment résoudre ça, ce type de problème-là. Donc, je vous montre la réponse, la façon de faire pour l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, le A, on vous demande la température de congélation et la température d'ébullition pour une solution de sucre dans l'eau. Donc, je vais commencer par la température de congélation. Bon, pour pouvoir calculer la température de congélation, la première chose que je dois faire, c'est que je dois calculer le delta T de congélation. Une fois que je connais le delta T de congélation, je connais déjà la température de congélation de l'eau pure, normale, c'est 0. Fait que je vais être capable de calculer la température de congélation de cette solution-là que j'ai faite. Donc, pour pouvoir calculer le delta T congélation, j'ai besoin du I. Donc le I, c'est 1, parce que le glucose, c'est une molécule, et c'est pas fait d'ions, c'est pas formé d'ions. Donc le nombre d'ions, il n'y en a pas. Fait que c'est un I de 1. C'est une molécule qui reste entière. Pour le cas congélation, c'est celle du solvant. Donc le solvant, c'est de l'eau ici. Donc la constante pour l'eau, c'est 1,86 degrés Celsius fois kilogramme par mol. Donc divisé par mol. Et finalement, la molalité, donc le M italique, c'est la molalité qui vous est carrément donnée. Vous n'avez même pas besoin de la calculer dans cet exercice-là. Dans certains autres exercices où on va être un petit peu plus difficile, on va vous demander de la calculer, la molalité. Mais ici, on vous la donne directement, juste pour faire pratiquer avec cette équation-là, plutôt que de pratiquer comment calculer la molalité. Donc, la molalité pour la solution, c'est de 1,05 mol par kilogramme, donc divisé par kilogramme. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre ces chiffres-là dans l'équation. Donc, 1
fois 1,86 degrés Celsius fois kilogramme divisé par mol fois 1,05 mol divisé par kilogramme. Qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que mol et mol s'annulent, kilogramme et kilogramme s'annulent, il nous reste que des degrés Celsius. Donc là, l'équation qui est là nous donne une valeur de degrés Celsius qui est en fait la différence entre la température de congélation de l'eau pure et la température de congélation d'une solution sucrée. Donc de l'eau avec du sucre à l'intérieur. Donc quand je le calcule, ça me donne 1,95 3. Donc le 3 ici, vu qu'il n'est pas un chiffre significatif, parce qu'ici c'est 3 chiffres, donc ça devrait me donner 3 chiffres. Le i ne compte pas dans le nombre de chiffres significatifs parce que c'est exactement 1. Donc, on ne compte pas là, pour le nombre de chiffres significatifs, parce que c'est un nombre entier complet. Donc ici, 1,95, 3, parce que ce n'est pas encore mon dernier calcul. Je ne veux pas approximer trop vite. Donc, je garde le 3, mais en principe, je devrais m'arrêter à 1,95. Il me reste un calcul à faire, soit la question nous demande c'est quoi la température de congélation de la solution. Donc moi, je sais que la différence de température de congélation, c'est égal à la température de congélation de l'eau moins la température de congélation de la solution. Si je veux connaître la température de congélation de la solution, ce que je dois faire, c'est que je dois isoler ça ici, donc le T, congélation de solution. Donc pour faire ça, ça me donne température de congélation de l'eau pure moins le delta T congélation qu'on vient de calculer. Donc, c'est 0,00 degrés Celsius moins 1,95 3. Mais ici, ce qu'on va se rendre compte, c'est que lorsqu'on fait une soustraction, c'est le nombre de décimales. Puisqu'ici, dans le chiffre qui est ici, c'est 2 décimales, bien, ma réponse va devoir s'arrêter à 2 décimales. Donc, moins, parce que c'est 0 moins 1,95, ça me donne moins 1,95 degrés Celsius. Ce qui est normal. Ça me donne une valeur qui est plus basse que 0. C'est normal, c'est un abaissement pour la température de congélation. Maintenant, je vais faire le même calcul, presque exactement la même chose, mais pour la température d'ébullition. Sauf que l'ébullition, lui, le cas ébullition n'est pas le même que le cas congélation. Mais le reste, le I est le même, la modalité ici est le même, parce que c'est la même solution. OK? Donc ici, ce qui change, c'est le cas ébullition. Le cas ébullition, c'est de 0,512 degrés Celsius fois kilogramme divisé par mol. Donc ici, ça c'est la seule chose qui va changer dans l'équation pour le delta T ébullition. Le reste, 1 et 1,05 pour la modalité. Quand je fais le calcul, ça me donne 0,537 6. Donc, je garde un chiffre de plus que le nombre de chiffres significatifs j'aurais dû garder selon le calcul qui est ici. Mais vu que ce n'est pas la dernière équation encore, avant de donner ma réponse, je garde un petit peu plus de chiffres significatifs. Je l'ai mis en parenthèse où j'indique comment en principe, je ne devrais pas nécessairement les considérer dans le nombre de chiffres significatifs, mais que quand je vais faire mes calculs, je vais quand même les considérer dans les calculs pour ne pas approximer trop tôt. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, pour la température d'ébullition, vu que c'est la solution qui est plus élevée que celle de l'eau, ben, l'équation, elle est inversée. Ça veut dire que lorsque je vais isoler la température d'ébullition de la solution, parce que c'est ça que la question me demande, ben, c'est la température d'ébullition de l'eau pure plus le delta T ébullition. Tandis que tantôt, pour la congélation, c'était moins. Donc ici, c'est un plus. Donc, je dois additionner à la température normale de l'eau, qui est de 100,00, pas mal 100 exact. Donc ici, j'ai rajouté des zéros juste pour m'assurer que c'est pas ça qui me limitait dans le nombre de chiffres significatifs ou le nombre de décimales. Donc ici, je vais m'arrêter à 3 décimales parce que la valeur qui est ici, c'est elle qui m'indique combien de décimales garder. Donc ici, si je fais le calcul, puis après je fais l'arrondissement correctement parce que c'est ma réponse, c'est de 100,538 degrés Celsius. Donc ça, c'est ma température d'ébullition de l'eau avec du sucre à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est au-dessus de 100 degrés, juste un petit peu.
Maintenant, ce qu'on veut se demander pour le B. Donc, pour le B, je vous rappelle, qu'on veut savoir qu'est-ce qui arrive lorsque, à la place, on utilise du NaCl puis du CaCl2 dans la solution à la place du sucre. Qu'est-ce qui arrive à la température de congélation? Donc, je vais faire le même calcul que j'ai fait en A, donc que j'ai fait juste ici, pour la température de congélation, sauf que là, pour le sucre, le glucose, c'était de 1, le I, mais pour NaCl et pour CaCl2, le I, pour le calcul de ΔT, que ce soit ΔT congélation ou ΔT ébullition, ici on va juste le faire pour congélation, mais ça équivaut aussi pour ΔT ébullition, c'est justement différent parce que là on a des composés ioniques. Donc les composés ioniques, c'est le nombre d'ions. Donc dans NaCl, il y a 2 ions, il y a Na+, puis Cl-. Donc c'est pour ça que le I va valoir 2 pour le NaCl. Tandis que pour CaCl2, on a 1 Ca2+, puis 2 Cl-. Donc au total, on a 3 ions, donc un I qui va valoir de 3 pour le CaCl2. Donc ça, c'est parce que c'est leur nombre d'ions dans ces composés ioniques-là. Pour ce qui est du reste, K-congélation, puis le M, ce sont les mêmes ici. Donc, K-congélation ne change pas parce que c'est toujours de l'eau, notre solvant. Puis le M, la molalité, c'est parce qu'on vous dit qu'on veut savoir, on veut calculer pour des concentrations qui sont pareilles, c'est-à-dire même molalité. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est la même que tantôt. Donc, on va calculer pour le NaCl. Donc, NaCl, le ΔT congélation, c'est 2, donc parce que le I est égal à 2, donc fois 1,86 degrés Celsius fois kilogramme divisé par mol, fois 1,05 mol par kilogramme. Donc, ça me donne 3,96. Donc, encore une fois, je garde un petit peu plus de chiffres significatifs que nécessaire, juste pour m'assurer que j'arrondisse pas trop tôt. Et là, je fais comme tantôt, je vais faire 0, donc la température de congélation, moins le ΔT que je viens de calculer. Ça va me donner, donc, 0 moins 3,96. Et là, je vais devoir, vu que c'est ma réponse, je vais devoir arrondir comme il faut au bon nombre de chiffres significatifs, ou ici, c'est le nombre de décimales, donc 2 décimales. Donc, ma réponse a 2 décimales, donc moins 3,91 degrés Celsius, une fois arrondi. Donc, ça, c'est pour le NaCl. Donc, si vous remarquez, la température a beaucoup plus baissé avec le NaCl. Pourquoi? Parce que le NaCl est beaucoup plus efficace parce qu'il se divise en 2 ions dans l'eau. Le CaCl2 va être encore plus efficace à baisser la température d'ébullition parce qu'il se divise en 3 ions dans l'eau. Donc, un Ca2+, puis 2 Cl-. Donc, 3 ici pour le I. Donc, même chose que tantôt. 3 fois la même valeur de K-congélation, fois la même molalité, ça me donne 5,859 degrés Celsius. Et là, je fais le même calcul que tantôt, soit température de la congélation de la solution, c'est la température de congélation de l'eau, moins la température de le ΔT que je viens de calculer. Donc 0 moins 5,859. Donc ça me donne moins 5,86 degrés Celsius une fois arrondi. Donc la différence entre les trois températures de congélation provient du fait que le nombre d'ions est différent dans chaque cas, donc le I change. Dans le glucose, le I était de 1 parce qu'il n'y avait pas d'ions. Puis dans le NaCl, c'est parce qu'il y avait 2 ions, donc ça valait 2. Puis dans le CaCl2, parce qu'il y avait 3 ions, ça valait 3. Donc l'efficacité du CaCl2 pour abaisser la température et pour une même concentration est beaucoup plus fort. Okay? Donc c'est pour ça que généralement, on va utiliser soit du sel ou du NaCl, ou encore du gros sel comme du CaCl2 pour pouvoir faire baisser la température de congélation de l'eau, de la glace à l'extérieur, plutôt que d'utiliser du sucre. On ne va pas épandre du sucre sur les autoroutes parce que ça ne fait pas assez baisser la température de congélation comparé au NaCl ou au CaCl2 qui est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'était les deux exercices que je voulais vous présenter dans cette capsule-là. Le dernier exercice, j'aurais voulu le mettre dans cette capsule-ci, mais la capsule commence à être un petit peu plus longue, donc je vais l'arrêter ici, je vais la mettre dans la prochaine capsule. Donc l'exercice 4, il est en lien un petit peu à ce qu'on vient de voir. C'est par contre l'exercice peut-être qui est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que là, ça mélange tout ce qu'on vient de voir. Soit
être capable de convertir une concentration puis de l'amener en molalité. Puis après ça, à partir de la molalité, être capable de calculer le delta T congélation pour être ensuite capable de calculer la température de congélation pour la solution qu'on a ici, qui est une bouteille de vodka, donc une solution qui est de l'éthanol dans de l'eau, donc de l'alcool dans de l'eau. Si vous vous sentez capable, essayez de pouvoir répondre. Première étape, c'est de transformer le 38% volume-volume en molalité, donc en mol par kilogramme. Pour ça, vous avez deux valeurs de masse volumique que vous aurez besoin d'utiliser. Une pour l'éthanol, l'autre pour la solution, la vodka. Donc, les utiliser aux bons endroits. Puis par la suite, vous aurez besoin de la molalité pour pouvoir calculer le delta T congélation. Puis une fois que vous avez le delta T congélation, vous pouvez calculer la température de congélation pour la solution donnée. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer. Sinon, vous allez avoir la démarche, parce que c'est un exercice qui est, je crois, un des plus difficiles, là, surtout de ce chapitre-là. Donc, qui est vraiment très, très complet. Je vais vous donner la démarche dans la prochaine capsule, donc la capsule 3. Donc, si vous voulez, essayez, puis vous aurez la réponse dans la capsule 3. Sinon, vous pouvez attendre à la capsule 3 pour pouvoir vraiment prendre en note comment faire, comment vous structurer pour ce genre d'exercice-là. Sinon, je vous reparle dans la capsule 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout de suite communiquer avec moi. S'il y a des petites choses là, qui vous bloquaient pendant ma présentation de cette capsule-là, communiquez dès que possible sur Teams avec moi. Puis on va essayer de voir c'est quoi les problèmes. Sinon, à la prochaine.